Bonjour et merci d'être avec nous. Vous le savez, comme chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, économique et sociale en Aunis et plus généralement en Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Jean, le directeur général de l'association L'Escale. Et puis, deux journalistes m'accompagnent. Antoine Collin, bonjour. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Bonjour. Pour échanger avec notre invité. Stéphane Jean, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, vous êtes directeur général de l'association L'Escale, dont le siège social se situe à Étré. C'est une association qui a été créée en 1951, donc ça ne remonte pas d'hier. Mais pour nos téléspectateurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'est l'Escale, parce qu'on ne vous connaît pas forcément. Pourtant, c'est emblématique, l'Escale à Étré et en Charente-Maritime. Quelle est l'Escale Qu'est-ce que l'Escale et quelles sont ses missions ? Écoutez, merci à vous pour votre invitation. Comme vous l'avez dit, l'Escale est une association à but non lucratif, avec un certain nombre de missions. Vous avez effectivement évoqué qu'elle avait une histoire sur la Charente-Maritime, vu qu'elle a été créée effectivement en 1951. Alors, on a fêté les 70 ans l'année dernière. Je vais vous faire grâce de 70 ans d'histoire, ça pourrait être long et un peu fastidieux, mais pour expliquer ce que fait l'Escale aujourd'hui, je pense qu'il faut repartir effectivement de 1951. Très rapidement, l'Escale donc a créé en 1951 le premier asile de nuit sur La Rochelle, rue de l'Escale, à La Rochelle. Je pense que beaucoup de vos abonnés connaissent cette rue-là. J'étais pas là à l'époque, mais finalement, est-ce que c'est le nom de la rue qui a donner le nom de l'Escale, ou en tout cas je pense que c'est pas mal trouvé. L'Escale, ce principe, on arrive, on se pose et on repart, et c'est finalement un peu la philosophie de l'association. Donc elle se crée en 1951 et elle va se développer au cours de ces 70 ans à travers ses valeurs, à travers ce que les différents dirigeants et la gouvernance a souhaité mettre en place, et à travers évidemment l'évolution des politiques publiques qui régissent nos établissements et nos services. Alors aujourd'hui, 70 ans après, l'Escale, c'est une association de 450 salariés dont la mission première est de créer des dispositifs afin d'accueillir, héberger, accompagner et insérer des personnes en situation de précarité, situation de difficulté sociale, psychologique, et afin de favoriser dans la mesure du possible leur insertion. Est-ce que votre association est reconnue d'intérêt public, Stéphane Jean ? Elle est reconnue d'intérêt général. D'intérêt général. D'intérêt général. Et puis vous officiez sur 3 départements, maintenant sur la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, et un petit peu moins, mais vous y êtes aussi sur la Vienne, si je ne me trompe pas. Vous l'avez dit, 450 salariés, 27 millions d'euros de budget, ce qui est conséquent pour une association. Mais bon, on verra aussi, on va aller un petit peu plus loin. On a remarqué une chose, c'est que vous étiez peu présent dans le sud du département. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que vous ne pouvez pas être partout ? C'est l'histoire. On a d'autres associations en Charente-Maritime qui ont leur histoire aussi sur le département et qui œuvrent aussi sur les mêmes missions que les nôtres dans le sud du département, notamment Tremplin 17, qui est un partenaire avec lequel on travaille et qui lui, intervient plutôt sur la Saintonge. Donc vous n'avez pas vocation à installer des établissements après Non. Nous, on est sur La Rochelle, Rochefort, et on a quelques places de CADA. Je pense qu'on en parlera un moment dans cette interview, sur Saintes. Mais on est majoritairement, effectivement, sur l'Aunis, et donc La Rochelle, Rochefort. Votre territoire de développement dans l'avenir, même si on y reviendra au cours de l'émission, vous visez quel secteur ? Alors, pas forcément de projet de développement. Je vous dis, on est aussi rythmé par les politiques publiques, et on aura l'occasion certainement d'en parler. Ces 10 dernières années, nous sommes présents, comme vous l'avez dit, Monsieur Sarrazin, nous sommes présents dans les Deux-Sèvres aussi depuis 2009. Voilà, où nous avons, par une fusion absorbée, l'association La Colline, qui était un peu la même chose que ce que l'on faisait en Charente-Maritime. Et donc, on a énormément travaillé et développé l'offre de services sur les Deux-Sèvres ces 10 dernières années,
tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'acteurs porteurs, et donc on s'est inscrit évidemment avec les services de l'État, notamment dans cette dynamique-là. Donc on a eu un travail de développement important ces 10 dernières années, principalement dans les Deux-Sèvres. Et est-ce qu'au niveau des départements, les problématiques sont les mêmes généralement concernant les gens dont vous vous occupez ? Oui, globalement, je crois que la précarité, alors en termes de flux, pas forcément. Hein, La Rochelle a certainement peut-être une attractivité peut-être un petit peu différente, mais on retrouve les mêmes problématiques sur l'ensemble des départements. Oui. En tout cas pour Charente-Maritime, Deux-Sèvres, où nous sommes le plus présents, et un petit peu dans la Vienne, mais sur un secteur médical. Donc oui, on retrouve les mêmes problématiques partout. Oui. D'accord. Donc si vous le voulez bien, on va parler des bénéficiaires, puisqu'on en parle. Là, on voit un petit peu les bénéficiaires de l'ESSAL. Qui sont ces bénéficiaires ? Quels sont les profils ? Alors, il n'y a pas un profil, il y a effectivement des profils. On intervient sur 4 grands secteurs au niveau de l'association. Il va y avoir l'accueil, l'hébergement, tout ce dispositif-là. Donc là, on va s'adresser à des personnes sans domicile fixe. On va s'adresser à des personnes en situation d'expulsion locative. On va s'adresser à des femmes victimes de violences conjugales. On va s'adresser à des demandeurs d'asile. On va s'adresser à des jeunes mineurs non accompagnés. On va s'adresser à des bénéficiaires de la protection internationale. Voilà, j'essaie de balayer assez large. Voilà. Après, on a un pôle médico-social, où là, nous sommes dans le soin et l'aide à domicile. Donc là, on travaille sur, évidemment, la perte d'autonomie, le vieillissement et le maintien à domicile. Des infirmières qui interviennent, des aides-soignantes, des aides à domicile. Voilà. On a un accueil de jour Alzheimer, 3 accueils de jour Alzheimer, même 2 dans la Vienne, 1 en Charente-Maritime. Donc là, on est effectivement face à la prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. On a un pôle autour de l'économie sociale et solidaire, l'insertion par l'activité économique. Donc là, on va travailler sur la dimension de l'emploi, essayer de remettre en action des personnes, soit parce qu'elles ont un manque de formation, une faible formation, soit parce que la vie fait qu'à un moment, on a eu un parcours de vie et qui fait qu'on a perdu son emploi et qu'il faut remettre le pied à l'étrier, si je peux m'exprimer ainsi, et relancer cette dynamique-là. Donc, voilà, l'Escale est une association atypique parce qu'on a un périmètre d'action très large. Très large. Voilà, on est dans le soin, on est dans le social, sanitaire et social, le médico-social et l'emploi à travers l'insertion par l'activité économique. Donc voilà, on balaye de la rue à l'hébergement, au logement, à l'emploi et avec une dimension soin. On va aborder justement un type de population que vous accueillez, ce sont notamment les gens qui sont sans papier. Vous travaillez avec certaines collectivités, notamment le département, et directement avec l'État, avec le préfet. Dernièrement, vous avez signé une convention d'accompagnement juridique des étrangers en situation délicate. Comment l'Escale s'est retrouvée dans cette convention ? C'est un partenariat avec effectivement les services de la préfecture et l'ensemble des associations qui finalement interviennent autour de ces publics-là. Je crois que c'est les Diaconesses de Reuilly qui sont l'association. Qui ont un centre à l'Aubrosset, c'est ça. Voilà, qui travaillent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une histoire à travers l'accueil de ces publics. L'association L'Escale a créé en 2001 le premier CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Charente-Maritime. Voilà. Donc, on s'est inscrit depuis 20 ans autour de la question de l'accueil des demandeurs d'asile. Et désormais, maintenant, quand ils bénéficient d'une protection internationale, nous aussi, on a des dispositifs pour insérer ces personnes aussi bien dans la problématique du logement et la problématique du travail. Donc, on est partenaire, finalement, historique des services de l'État, bien évidemment, sur cette dimension. Et on participe avec les autres, il y a Tremplin, il y a Altea, toutes les associations du département qui s'inscrivent dans cette démarche-là. On parle d'accompagnement juridique, donc d'accompagnement juridique qui peuvent aller à l'encontre de décisions d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français prononcées par le préfet. Vous avez parlé de valeurs tout à l'heure, de politique publique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre l'action que peut mener l'État pour expulser des gens, je pense au centre de rétention administrative qui a été ouvert par le préfet, et les valeurs de l'Escale ? C'est un sujet que vous posez qui, effectivement, est compliqué. Mais il faut poser les choses. Moi, vous savez, le président qui m'a nommé, M. Henri Mathurin, j'ai une pensée aujourd'hui qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, qui est celui à qui, finalement, on doit beaucoup ce qu'est l'Escale aujourd'hui,
m'a toujours dit, quand il m'a nommé, il m'a dit: Stéphane, nous ne faisons pas de la politique, nous appliquons des politiques publiques. Effectivement, on peut toujours regarder par l'aspect humain la question, et c'est un problème que l'on rencontre, nous, quand on a accompagné une famille pendant des mois où les enfants sont scolarisés et que tombe, effectivement, comme vous le disiez, une décision qui ne nous appartient pas, qui est Bien faite sûr, par c'est le préfet qui l'a... la CNDA, l'OFPRA ou le préfet, au regard de textes internationaux qui, là aussi, nous dépassent. C'est déjà compliqué avec les professionnels qui, on peut le comprendre, ont accompagné cette famille et doivent leur dire: bon, bah, écoutez, dans un mois, faut quitter l'appartement, voilà, parce que notre famille ou notre personne va arriver, et derrière, vous allez quelle est la solution, voilà. Et effectivement, il y a l'obligation de quitter le territoire français. Donc c'est quelque chose que l'on doit porter, voilà, avec les professionnels, les accompagner. Ensuite, est-ce que l'association a une responsabilité et d'ailleurs, nous, on n'expulse pas les gens, c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre travail, c'est effectivement les services de l'État qui après doivent assumer et mener cette politique. Mais c'est finalement toute la question du droit d'asile sur le territoire. Justement, est-ce qu'au travers de cette convention, est-ce que l'État ne veut pas se donner une bonne conscience, tout simplement ? Je peux même aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de subordination de l'État sur votre association et d'autres associations ? Vous n'êtes pas les seuls à avoir signé cette convention, du fait que tous vous touchez des subventions de l'État. Alors, il y a deux choses. Moi, je pense qu'on a notre autonomie. La gouvernance de l'Escale est indépendante et elle est autonome et elle fait ses choix. Après, encore une fois, on fait le choix ou pas de s'inscrire dans une politique publique. Voilà, et donc de répondre à telle ou telle mission. On n'est pas obligé, effectivement, personne ne nous y impose. Après, on touche nous aussi, vous l'avez dit, des dotations, des subventions publiques. Comment on doit se positionner ? Je veux dire, à un moment, on touche des subventions publiques. Vous dites qu'on est subordonné. Peut-être, c'est une question. Y a-t-il pas un lien de subordination ? Est-ce que celui qui, je vais le traduire comme ça, est-ce que celui qui paye décide ? Je dirais ni oui ni non. Donc vous ne perdez pas de votre objectivité, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que non, moi je considère qu'on travaille, je pense, intelligemment avec les services de l'État notamment. Je pense que très honnêtement, notamment en Charente-Maritime, je peux vous assurer que ça fait quand même 19 ans que je travaille à l'Escale, et ça fait 5 ans que je suis directeur général. Il y a quand même une position des services de l'État en matière d'urgence, en matière de prise en charge des personnes précaires, affirmée dans le département. Je vous assure que je pense que j'ai la légitimité de le dire, et on en est témoin tous les jours. Alors, voilà, nous, on n'est pas une association aussi, on est une association. C'est la différence entre une association qui est régie par des statuts et qui applique des politiques publiques, et l'association militante, vraiment, comme on peut en connaître d'autres, avec qui on va être partenaire, mais où à un moment, on a chacun nos positionnements. Je ne pense pas que l'État, et notamment le préfet, est une politique répressive. Non, et je ne pense pas. Voilà. À un moment... Allons plus loin. Y avait-il besoin d'ouvrir un centre de rétention administrative à La Rochelle ? On va aussi avancer dans le débat. Je vais répondre à ça. Comment on pose les choses ? Moi, je pense que centre de rétention où on a la possibilité d'accompagner encore les gens. Ils sont pas laissés dans un centre de rétention sans accompagnement. Voilà. Il y a toujours la possibilité pour ces personnes d'être accompagnées et de faire appel à une association, de faire appel à un tiers pour les accompagner. Ils ont encore des droits. Ils peuvent les faire valoir. Après, vous posez un problème dans lequel, moi, fondamentalement,
je vais pas m'inscrire. Nous, on sait qu'on a la possibilité d'être présent pour accompagner d'accompagner ces gens-là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'accord. Et ça, on peut le faire et ça nous est proposé. Et c'est pour ça, moi, je suis en droit. Je suis dans le droit et ils ont des droits. Et là, nous, on a la possibilité de répondre à la demande d'une personne qui est dans ce centre de rétention et de nous inscrire là-dedans et d'aller jusqu'au bout. Au bout du bout. Donc là, on est dans nos valeurs. Après, il y a une décision judiciaire, j'ai envie de dire, voilà, qui Oui, vous êtes comme toutes les associations, vous devez répondre à la loi et vous respectez la loi. Voilà, je crois que... On va avancer sur les bénéficiaires, justement, parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont dans les centres de rétention, bien évidemment. Ça représente combien de personnes? Vous vous occupez de combien de personnes? Je pense que vous avez les chiffres. De combien de personnes par an passent par les mains, entre guillemets, de l'escale? Vous savez à peu près? Oui. Alors, sur l'ensemble de nos dispositifs, sur l'ensemble des secteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, et sur l'ensemble de départements, c'est à peu près 4500 personnes à l'année. Donc pour chaque département ou sur l'ensemble? Sur l'ensemble des départements et sur l'ensemble des 65 services et établissements. Beaucoup de sans domicile fixe, et notamment à La Rochelle, hésitent à venir vous rejoindre, à faire appel à vos services, parce qu'ils ont leurs animaux, ils ont leurs chiens. Ils ne veulent pas se séparer de leurs animaux. Est-ce que il y a une réflexion en cours au niveau de l'escale? Comment on pourrait faire pour les accueillir, ces gens-là? Alors, moi, je vous invite à venir visiter notre maison d'accueil d'hébergement d'urgence qui est située sur le Champ de Mars. Nous avons construit notamment un accueil de nuit. Il y a un accueil de jour et un accueil de nuit en 2015-2016. Enfin, il a ouvert en 2015. Nous avons 5 chambres qui peuvent accueillir des personnes sans domicile fixe avec leurs chiens. D'accord. Voilà, donc déjà, nous avons un premier pas. Nous avons déjà ce dispositif-là et donc cette capacité-là. Nous avons d'autres actions, notamment l'éducation canine aussi, parce que ça parle de ça, que nous avons mis en place. Donc nous, aujourd'hui, on a sur 35 places sur l'accueil de nuit de La Rochelle et sur 21 ou 22 chambres, on en a 5 qui sont vraiment équipés pour pouvoir accueillir des chiens. Donc il y a cette offre de service qui est proposée. Alors après, peut-être pas suffisante au regard, mais bon. Après, est-ce qu'il y a des projets de construction de centres d'accueil qui permettraient aux SDF avec leurs animaux? Alors récemment, nos partenaires et amis d'Altea Cabestan ont ouvert un dispositif sur Étré, Innove-toi, des mobilhomes. Des mobilhomes, 16 places, qui peuvent être aussi une réponse. Voilà. Après, je sais qu'il y a une réflexion qui est menée avec les services de l'État, les services de la mairie et les associations pour voir comment on va pouvoir encore aller plus loin dans la prise en charge et l'accueil des sans domicile fixe à La Rochelle, et notamment, effectivement, ceux qui ont des animaux de compagnie. Ouais. Vos relations avec la justice, votre personnel est parfois malmené. Il arrive que vous déposiez plainte parce qu'il y a des agressions sous l'effet de l'alcool, notamment la nuit. Comment fonctionnez-vous avec la justice? Oui, alors ça peut arriver. Très honnêtement, moi je tiens à souligner d'abord que les professionnels de l'escale sont dans ce domaine-là les plus exemplaires. On a des formations régulièrement, justement. On en parlera peut-être. C'est ce qu'on appelle la gestion de phénomène de violence. Voilà. Ça reste, vous savez, sur le nombre de jours d'ouverture. Un accueil de nuit, c'est 365 jours par an. Un accueil de jour aussi. Ça reste, malgré tout, et heureusement, très rare. C'est marginal. C'est marginal. À chaque fois qu'il y a un événement, mais pas que sur l'accueil de nuit le jour, ça peut arriver sur un autre dispositif. À chaque fois qu'un événement comme ça arrive, effectivement, la personne porte plainte et nous portons plainte. Nous sommes effectivement soutien. Après, avec les services de la justice, notamment sur la question des femmes de violence conjugale, on travaille en étroite collaboration avec les services du procureur. Est-ce que vous travaillez avec le CIDFF? Oui, c'est un partenaire historique de l'association. Et après, effectivement, on dépose plainte. On dépose plainte à chaque fois et nos plaintes sont toujours prises en compte par les services du commissariat, par le commissariat. Oui, bien sûr. Mais encore une fois,
La rue, effectivement, il y a les rues, il y a de la désocialisation, c'est violent, mais vous savez, les professionnels qui sont dans ce métier-là, qui font ce métier-là, ils ne le font pas par hasard. C'est sûr que c'est pas facile pour eux, mais ils sont aguerris, ils sont professionnels, ils savent globalement gérer ces situations-là, ils savent que ça fait partie, à un moment, de la possibilité de difficultés qu'ils vont rencontrer dans le travail. Encore une fois, ça reste marginal, ils savent le gérer, on les accompagne, mais oui, je ne souhaite pas qu'on renvoie une image, si vous voulez, des personnes que l'on accueille où il y a de la violence. Oui, la rue est violente, il y a des codes qui sont différents d'une société traditionnelle, mais globalement, la plupart des gens qu'on accueille dans nos structures sont respectueux du cadre, sont respectueux des professionnels et créent des liens, parce que c'est important dans l'accompagnement social, le lien que vous allez créer avec les éducateurs, c'est la base, c'est la base d'un travail après, derrière, qu'on peut enclencher. Et vous savez, des fois, il y a des gens qu'on accueille qui interviennent aussi, qui s'interposent des fois aussi, si ça va un peu trop loin. Donc ça reste marginal. Et nos professionnels savent très bien le gérer aussi. Je tiens vraiment à le poser, parce que c'est la réalité du quotidien. Alors justement, le personnel de l'Escale est soumis aujourd'hui à un événement qui n'a échappé à personne, c'est les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés, quelques-unes plutôt, sont arrivés il y a peu de temps. Quel est votre rôle dans cet accueil ? Est-ce que ça chamboule un petit peu le fonctionnement de l'Escale ? Est-ce que vous avez dû recruter pour pouvoir faire face à l'arrivée de ces réfugiés-là, des réfugiés de guerre ? Comment vous vous positionnez par rapport aux Ukrainiens qui arrivent en Charente-Maritime en tout cas? Alors, très très vite, ma position, mais celle de toute l'association, de son conseil d'administration, de sa gouvernance et tous les salariés, évidemment, on ne peut face à l'inacceptable, on ne peut être que là, c'est notre rôle et évidemment et notre mission. Alors en Charente-Maritime, c'est les diaconesses de Reuilly qui vont piloter la coordination de l'accueil, et l'accompagnement, et qui vont structurer l'offre d'hébergement. Qui sont basés dans le sud du département, il me semble, c'est ça, du côté de Royan. C'est ça. D'accord. Donc vous allez dialoguer avec eux. Voilà, il va y avoir un travail, mais c'est eux qui vont piloter. Ouais. Nous, donc en fait, dans chaque département, une association est référencée pour coordonner l'action. En l'occurrence, les diaconesses de Reuilly pour la Charente-Maritime. Nous, c'est en Deux-Sèvres qu'on organise, qu'on pilote. Donc effectivement, j'ai recruté une personne qui a commencé ce matin. Voilà, j'étais avec elle ce matin, il est arrivé avec elle. Et mercredi à Niort, nous avons accueilli un couple avec un enfant et une femme seule. Voilà, que nous avons accueilli. Une est dans une famille qui s'est proposée pour l'accueillir, pour l'héberger, et une autre est dans un de nos dispositifs, et on va travailler dès aujourd'hui pour lui trouver une place dans une famille d'accueil qui s'est proposée. On a un listing. Et voilà, donc on se positionne évidemment, c'est notre mission. Donc là, on va coordonner sur les Deux-Sèvres avec tous les acteurs et tous les partenaires et les services de l'État cet accueil. Par contre, aujourd'hui, c'est même pas jour le jour, on est à l'heure par heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité, bien évidemment, comme tout le monde, on n'a pas connaissance des flux, et on prépare et on structure, et on est dans la préparation d'accueil. Voilà où on en est actuellement, et on prendra évidemment toute notre part, bien évidemment, face à cette Justement, parce que le gouvernement parle de mesures d'accueil entre 6 mois et 3 ans. Donc c'est quand même une période assez longue. Comment vous allez vous préparer à ça ? Est-ce que vous y avez réfléchi déjà, même si je sais que vous venez de dire qu'on vit la situation au jour le jour, voire heure par heure ? Effectivement, on attend des directives aussi des services de l'État, de la préfecture. Alors, j'avais même cru dire 3 mois. Oui, c'est 3 mois. Il me semble que c'est 3 mois et 3 ans. D'accord. Alors, les gens bénéficient d'une protection temporaire. Voilà. On va voir ce que ça ouvre. Ça ouvre peut-être droit, je pense, à une allocation demandeur, comme les demandeurs d'asile. Voilà. Et on va travailler situation par situation avec les consignes que l'on va... Est-ce que certains vont introduire une demande d'asile ? Voilà. Donc là, évidemment, je pense qu'on mènera la mission que l'on mène avec tout demandeur d'asile, mais ça nécessite derrière des places supplémentaires. Enfin voilà, c'est tout après en cascade, il y a des conséquences. Et puis d'autres, j'imagine, envisageront de repartir dès qu'ils le pourront dans leur pays d'origine, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc je crois qu'on va être au cas par cas et en fonction des directives, qu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore. Dans ce genre de situation, on est obligé de faire du cas par cas, du coup, si on veut bien traiter le problème. En tout cas, à court terme,
en tout cas à court terme, c'est effectivement ce qu'on va devoir faire. Mais de toute façon, oui, je pense que sur cette situation-là, on est sur une immigration qui est vraiment liée à un phénomène de guerre. Donc je pense que chaque personne aura sa vision. Je pense que, en général, quand on demande de l'asile en France, on n'a pas on ne souhaite pas repartir, en tout cas tout de suite, dans son pays d'origine. Là, je pense qu'il y a des personnes qui vont certainement, alors c'est mon interprétation, mais voilà, mais je pense qu'il y a des personnes qui voudront repartir très vite, donc ils viennent chercher une protection, une mise à l'abri et repartir. Donc c'est effectivement des situations qui vont être assez on n'a pas forcément l'habitude de gérer dans l'asile. Donc on va s'adapter en fonction des évolutions et puis encore une fois des textes qui vont nous arriver, qui vont dicter et piloter notre action. En tout cas, j'ai une personne qui a commencé dès aujourd'hui pour prendre en charge la famille et la personne que je vous présentais tout à l'heure sur les Deux-Sèvres. Cette période, ce délai entre 3 mois et 3 ans, c'est la première fois que vous voyez ce genre de consignes, enfin d'informations, ou ça a déjà existé, par exemple, pour les réfugiés syriens, notamment non, sur la dernière guerre moi, ma connaissance, depuis que je suis à l'Escale, moi, c'est la première fois. Ouais. Moi, je crois qu'il y a une directive européenne qui date de 2001 qui gère justement cette situation-là, mais du coup, elle avait encore, je crois, jamais été appliquée, justement. Voilà, donc je pense qu'elle va ressortir, effectivement, là, mais honnêtement, je la connais pas. Je la découvre en ce moment parce qu'on est concerné. Je pense que les services de l'État nous en parleront, mais non, on a jusqu'à présent pas été concerné. Donc, voilà. Donc là, vous avez les informations au jour le jour. On peut noter, donc c'est pas toujours évident de pouvoir rebondir quand on n'a pas de visibilité, quoi, j'imagine. Non, mais notre priorité, voilà, pour le moment, alors je sais, mais je crois comme tout le monde qu'il y a des communautés importantes d'Ukrainiens dans certains pays, notamment en Espagne, Portugal, donc je pense qu'aussi, voilà, aux Pays-Bas aussi, je crois savoir, donc beaucoup de personnes, je pense, vont s'orienter vers leurs connaissances, leur famille. En France aussi, on accueille, je vous disais, dans les Deux-Sèvres, on a eu effectivement à Sainte-Soule, en début de semaine, l'accueil d'une cinquantaine de personnes, mais pour le moment, on n'a pas encore d'afflux important, massif. C'est pour ça que ça nous laisse le temps de nous préparer, de nous organiser pour essayer de répondre au mieux aux Allemands. Mais la priorité, c'est la mise à l'abri. Voilà, moi, j'ai eu la famille d'accueil qui a accueilli mercredi cette famille ukrainienne chez elle mercredi soir. Je les ai eus, ils sont arrivés à 18h. J'ai rappelé la famille 20h30. Ils allaient dîner. Pardon. J'ai rappelé le lendemain, j'ai eu le monsieur, il me disait, il se lève juste, il était 10h et je pense qu'ils ont besoin de se poser parce qu'ils viennent de prendre des bombes, et pas au sens figuré. Donc je crois qu'il y a déjà une première priorité, c'est de mettre à l'abri. Et justement, comment ça se passe cette prise en charge au niveau de l'hébergement? Est-ce qu'on les met dans des familles qui sont portées volontaires pour accueillir ces gens-là? Ou est-ce que vous les mettez dans des centres d'accueil des hôtels éventuellement. C'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Moi, je peux parler des Deux-Sèvres, pas de la Charente-Maritime. Sur les Deux-Sèvres, j'ai une liste de personnes qui sont portées volontaires ou qui ont fait fort d'intention, capacité d'accueil sur l'ensemble du département, des collectivités, des associations. Donc là, la personne que j'ai recrutée aujourd'hui, sa priorité, c'est déjà de recenser, évidemment, toutes ces propositions. Je ne vais pas dire de vérifier la fiabilité, mais de prendre contact, bien évidemment, avec ces personnes pour s'assurer que les conditions sont réunies. Il faut mesurer aussi ce que c'est quand même d'accueillir ces personnes-là. Et puis, exceptionnellement, là, mercredi, comme je vous le disais, on a accueilli une femme seule, dans un de nos structures parce qu'on avait une place libre, mais la priorité c'est de lui trouver effectivement une place dans une famille ou une proposition en tout cas qui nous a été faite, parce que nous on doit libérer cette place pour le public traditionnel aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un public entre guillemets traditionnel qu'il va falloir aussi continuer à prendre en charge. Voilà. Alors justement sur cette continuité de prise en charge, forcément il y a le financement de l'Escale, il y a forcément les budgets. Donc, ce qu'on disait au tout début de l'émission, le budget, en gros, de l'Escale, c'est 27 millions d'euros. Ce sont des moyens financiers qui viennent d'où, en fait? C'est l'État, le département, la région? Ouais, vous avez quasiment tout résumé, effectivement. Donc, c'est 27 millions de budget. On a 2/3 de notre budget sous financement public. Le principal, effectivement, financeur, c'est les services de l'État, via la DED, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres. Voilà, c'est le principal financeur, les principaux. Ensuite, on a aussi conseil départemental,
Charente-Maritime, conseil départemental des Deux-Sèvres, et ARS. ARS 17, ARS 79 et ARS 86. Et c'est des 86 sur nos accueils de jour Alzheimer. Voilà. Ça, c'est 2/3 à peu près de notre dotation. Voilà. Après, on a des subventions, alors qui peuvent être encore de l'État, du conseil départemental, mais on a des subventions de la mairie, notamment de La Rochelle, de la communauté d'agglomération de Niort. Et on peut avoir effectivement des subventions de la région, mais la région, c'est plutôt sur des projets, notamment autour de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Et 1/3 de notre budget, c'est du chiffre d'affaires. C'est des prestations. C'est des prestations. L'économie sociale et solidaire, l'insertion par l'activité économique, on vend des prestations, l'aide à domicile, voilà, le soin infirmier à domicile, ça c'est des prestations et c'est du chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est 27 millions, 2/3 vous voyez, de financement public et 1/3 de chiffre d'affaires. Et ces 27 millions de budget, ils évoluent à la hausse par rapport à l'année passée, par exemple, ou il y a 2 ans ou... Alors ils évoluent à la hausse parce que on ouvre des services nouveaux. Depuis, voilà, on ouvre des services nouveaux, donc effectivement notre budget évolue. L'année passée, il était à combien votre budget? Il était globalement à peu près pareil. À peu près équivalent. Ouais. Les prix de journée n'augmentent pas forcément, mais ce qui a augmenté, c'est notre assiette parce qu'on a ouvert des services supplémentaires. Il faut savoir que sur je le dis à mes collaborateurs, voilà, ça explique peut-être en partie la crise que l'on rencontre dans notre secteur. On était au niveau de l'emploi. C'est que l'Escale, on disait, 70 ans d'histoire. Sur les 5 dernières années, on a ouvert quasiment autant de places d'hébergement qu'en 65 ans. Ah oui. Il faut le mesurer. C'est parlant. Voilà. Donc, de fait, les budgets, l'assiette a augmenté. Voilà, l'assiette a augmenté. Les prestations, c'est quel type de prestations? Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, vous faites quoi? Du portage de repas à domicile ou des choses comme ça? Alors, sur l'aspect, effectivement, prestations, on fait le triporteur, qui est notre service de portage à domicile. Voilà, ça c'est une des actions de l'aide à domicile. On ne va pas énumérer les 65 services. Non, mais sur les prestations. Et après, tout ce qui relève de l'insertion par l'activité économique. Notre site, il est basé à Étré. On a 2 restaurants d'insertion. Planète Sésame, je veux bien, on en a besoin de les faire connaître. Et des prestations, notamment autour de menuiserie, nettoyage, laverie. On a à peu près 8 services qu'on appelle des supports d'insertion aussi. Donc, qui génèrent du chiffre d'affaires, même si on a des aides de l'État, des aides du conseil départemental, notamment des aides au poste, voilà, et qui génèrent du chiffre d'affaires et des prestations qu'on peut exercer auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers. On a un site internet, tout est expliqué. Oui, on l'a vu. Sans transition, on va passer au billet d'humeur d'Antoine Collin. Donc là, c'est un billet d'humeur un petit peu spécial. C'est le regard d'une réfugiée ukrainienne sur son arrivée en France à travers une lettre envoyé à sa famille. Le billet d'humeur. Liuboy tatou, liuboy mama, cher papa, chère maman, ya bla opolushko, preudo frati. Je suis bien arrivé en France. Bon, je suis désolé, mon ukrainien est à peu près approximatif, mais je vais continuer. Et je peux vous dire que ce voyage n'a pas été de tout repos. L'Ukraine est loin, l'Ukraine me manque, mais la France est une belle terre d'accueil. Ici, tous les moyens semblent se mettre en place pour nous accueillir, même si beaucoup d'entre nous ont préféré rester ou s'arrêter dans les pays limitrophes. Bon, bien évidemment, tout n'est pas rose pour moi, mais j'avais à cœur de vous apaiser, vous qui êtes au cœur d'un conflit sanglant qu'on pensait d'un autre temps. Pendant que je m'inquiète à trouver un endroit où dormir ou une simple couverture pour me réchauffer, j'entends les Français me dire que c'est normal. Eux aussi, ils ont peur, mais plus pour leur couverture sociale. En même temps, j'ai l'impression de ne pas arriver au bon moment. Les Français se préparent à élire leur nouveau président après 2 ans de crise sanitaire. Et 2 millions d'Ukrainiens sont en train de fuir leur pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Alors quelle doit être la priorité? Nous sauver ou la vie des Français? En France, les politiques sont partagés sur cette question. Hier à la télé, j'ai même entendu ce candidat un peu colérique que certains surnomment le roi Arthur, Éric Zemmour. Il a dit que le conflit ukrainien enfermait la campagne électorale dans un sujet qui ne sera pas décisif pour la France dans les 10 à 20 ans à venir. Alors êtes-vous certain, monsieur Zemmour, ça va peut-être vous faire rire ce décalage entre 2 mondes pas si éloignés, mais la vérité est bien celle-ci. Le monde souffre, le monde se divise et emporte avec lui tellement d'espoir que rêver ne semble plus permis aujourd'hui. Alors papa, maman, j'ai une question à vous poser. Que se passe-t-il? Qui a tort? Qui a raison? Je ne sais pas.
Je ne comprends rien à ce conflit qui n'a de sens que pour les nostalgiques de l'Empire. On se croirait parfois dans une vieille parodie de Star Wars avec en rôle principal le torturé Vladimir Vador. En tout cas, je me surprends parfois à rêver. Mon rêve, c'est de pouvoir rentrer chez moi et retrouver ma famille, mes amis. Mais quand j'ouvre les yeux, j'entends dans ma tête le bruit de ces bombardements et d'un pays qui résiste face à la barbarie. Je suis loin, mais je suis tiraillé par cette situation. Poutine m'a arraché mon rêve, et à la vue de la situation, je ne pense pas qu'il souhaite me le rendre. Papa, maman, je commence à arrêter de croire. L'humain n'est plus capable de ne pas faire la guerre, c'est une réalité. Regardez, après l'Irak, la Syrie, le Yémen, le Mali, qui aurait pu croire que nous étions les prochains sur la liste? Depuis qu'on compte les années, il n'y en a pas une sans que l'humanité se tape dessus, et à chaque fois, une nouvelle surprise. À entendre de nombreux responsables politiques, on pourrait penser que les pays riches, en particulier en Occident, en font plus qu'il n'en faut pour aider les personnes qui fuient la guerre et la persécution. Pourtant, j'ai lu dans un article que 80% des réfugiés à travers le monde vivent dans les pays en développement. Du coup, vu qu'il continue de faire froid, je vais faire comme beaucoup des 22,5 millions de réfugiés dans le monde. Il va falloir que je trouve un centre d'accueil pour être hébergé, même si je vous avoue que j'ai perdu le sommeil depuis longtemps maintenant. Suite à ce billet d'humeur, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous, en tant que directeur, donc au premier rang de ce genre de situation qui arrive, on a vu, il l'a dit, Antoine, la Syrie, maintenant l'Ukraine, comment on le vit? Humainement, j'entends, hein, pas simplement la fonction de directeur, bien évidemment, on comprend que vous gérez, mais vous, comment vous le vivez au jour le jour? Ça va nous faire une transition vers le personnel de l'Escale. Non, mais vous l'avez dit, avant d'être directeur général, moi je suis avant tout un citoyen comme vous tous, hein, comme nous tous, et choqué par ce que l'on peut voir. J'ai des enfants, j'imagine devoir fuir avec mes enfants comme ça peut pas laisser... Je suis même pas indifférent est beaucoup trop faible, ça ne peut qu'émouvoir fortement et de se dire à un moment... moi, ça me fait penser à une chanson de Renaud, Fatigué. Moi, j'invite à tout le monde à réécrire, à écouter la chanson de Renaud de Fatigué, la dernière chanson de son album Mistral Gagnant de 85, je crois. Tout est dit dans cette chanson. Et finalement, c'est au peuple, à tous les peuples de France, du monde, pardon, qu'on devrait se révolter contre tout ça, parce que comment on peut faire encore des guerres au XXIe siècle? Reprenez les paroles de la chanson de Renaud. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Donc, on ne peut être que plus qu'ému face à cette atrocité aux portes de l'Europe. Comment on peut revivre ça et voir toutes ces familles fuir avec des enfants en bas âge marqués peut-être à vie de tout ça. Après, au niveau de l'association L'Escale, évidemment, je vous ai dit, moi, on est évidemment là à disposition de toutes ces personnes. Je vous assure que quand l'État m'a appelé, les services de la préfecture et de la dette en 79 m'ont appelé lundi pour me dire, Monsieur Jean, est-ce que l'association L'Escale peut mener cette mission sur le 79 ? Oui, tout de suite, j'avais pas les moyens. Et mercredi après-midi, mon directeur était absent. Et c'est moi. Alors, et ça me pose aucun problème, bien évidemment, mais c'est moi qui ai géré ces deux familles, cette famille et cette maman toute seule, pour leur trouver des solutions mercredi, parce que à ce moment-là, on n'est pas directeur général, on n'est pas éduc, on est tous dans la fraternité, tout simplement. Et justement, est-ce que vos équipes parfois peuvent se sentir fatiguées par rapport à tout ce qui arrive? Comme je l'ai dit dans mon billet, tous les ans, on a une nouvelle surprise, on a des nouvelles guerres, on a des nouvelles famines dans certains pays. Oui, puis vous pouvez mettre aussi la Covid, parce que nous, mes équipes sont, alors c'est pas même de majesté, mais les équipes de l'Escale, dont j'ai la direction générale, ont été très impactées évidemment par la crise sanitaire, et qui n'est peut-être pas forcément finie en plus. Et c'est pas ce dont on a parlé le plus dans le secteur. On a parlé à juste titre de nos collègues du soin, de l'hôpital, et évidemment c'est tout à fait normal. Mais moi, on n'a pas connu le confinement, nous. Tous nos aides à domicile, nos infirmières à domicile, tout ça, ils étaient, excusez-moi, mais ils étaient au taf. Oui, ils n'étaient pas confinés non plus, parce qu'on peut pas être confiné. Et tous nos éducs ont changé leurs horaires, ont travaillé les dimanches, parce qu'on avait quand même de l'absentéisme, bien évidemment, du fait de la garde d'enfants, du fait de quelques cas Covid. Mais on n'a pas autant parlé d'eux non plus, et pourtant ils étaient au taf. Donc, et ils lâchent pas. Alors, qu'on a une crise dans le secteur actuellement, mais c'est pas que c'est un secteur, on en reparlera peut-être. Mais il y a une forme finalement de résilience malgré tout, et je crois que le sens de la mission, le sens de l'intérêt passe au-dessus. Finalement, passe encore au-dessus. Et là, je peux vous assurer que tous les professionnels donneront s'il faut donner.
voilà, moi j'ai passé quelques coups de fil en urgence pour dire, quand j'ai croisé, je dis j'aurais peut-être besoin de vous en urgence. On parle heures supplémentaires, tout ça on verra. C'est normal, voilà, c'est normal. Mais pour le moment, il n'y a pas une personne qui m'a dit, mais bien sûr, on sera là, monsieur Jean, évidemment. Donc, le sens de la mission, dépasse de toute façon effectivement une certaine fatigue qui s'installe depuis quelques années dans nos secteurs. Parce que c'est des professionnels. C'est des professionnels. À l'Escale, on a 450 salariés, c'est 450 professionnels. Je tiens à le dire. C'est la différence. Enfin, voilà, nous, on revendique le professionnalisme. C'est une de nos valeurs, le professionnalisme. Et la crise qu'il y a dans ces corps de métier, est-ce que vous l'expliquez justement par cette... je pense ce trop plein qu'on peut parfois vous demander aussi. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a la combinaison et la conjugaison de plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a un peu une perte du sens du travail. Ça, c'est clair. Moi, j'en appelle, et j'ai eu l'occasion de le dire dans une réunion sur Bordeaux il n'y a pas longtemps. Je dis à un moment, on ne peut pas demander à des éducs, à des chefs de service qui ont l'impression de faire en permanence du reporting et des statistiques, quoi. Nous, on ne gère pas des statistiques, on gère des gens. Et ça, c'est un vrai problème. Qu'on nous renvoie au quotidien, parce les éducs ont l'impression par moment de passer plus à gérer des flux, et donc déjà des flux. Donc c'est pas avoir le temps de se poser suffisamment avec la personne, parce qu'on est dans le flux permanent. Donc ça, c'est une perte de sens. Voilà, le lien étant très fort dans l'accompagnement social. D'autre part, ils ont l'impression de passer leur temps à faire du reporting, remplir de la statistique. Donc oui, je le dis, on ne gère pas. Je comprends qu'il y a une nécessité à un moment, mais jusqu'où on va? Parce qu'à un moment, il y avait un article très intéressant sur une revue spécialisée dans notre secteur. Un éduc qui est là depuis 20 ans disait que pratiquement, il y a 20 ans et maintenant, il a perdu la moitié de son temps pour l'accompagnement au détriment, je ne vais pas dire au profit, au détriment de remplir du reporting, quoi. Donc là, voilà, on a un vrai problème, mais ça perd le sens du travail. Ensuite, on vit une crise parce que, force est de constater, je vous disais, on a créé pratiquement autant de places en 5 ans qu'en 65 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a embauché, notamment des éducateurs, des CESF, des travailleurs sociaux. Donc, peut-être, et pas qu'à l'Escale, nos collègues des diaconesses, de Tremplin, d'Alta, en Charente-Maritime, mais dans tous les départements de France. Donc à un moment, il y a peut-être une crise aussi parce que on n'a plus assez, la force de travail, elle n'est plus là face à la demande, nous, et l'offre d'emploi. Donc ça, c'est peut-être une deuxième des raisons. Et puis après, on verra toujours même sur la valorisation. La valorisation, vous savez, quelqu'un qui a fait 3 ans d'études derrière le bac et qui a un diplôme aujourd'hui, en début de carrière, chez nous, actuellement, alors il y a une réforme qui est en cours, mais il gagne un petit 1400 € net par mois. Donc, 1400 € net, avec le coût de la vie encore plus aujourd'hui. Ça coince quelque part. Ça peut coincer un petit peu, quoi. Ça peut coincer un petit peu, on peut le comprendre. Donc, tout ça, je pense que c'est une forte mobilisation de vos collaborateurs, en fait. Ils sont très investis dans leur mission. Ah oui, je peux vous dire que oui, que ça soit sur les différents secteurs, c'est des professionnels et même si des fois je sens le ras-le-bol, le sens de la mission, même s'ils ont une perte de sens du travail, mais le sens de la mission. Justement, ce ras-le-bol, comment vous pouvez les aider à le surmonter? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des dispositifs d'accompagnement psychologique peut-être? Oui, alors on a nous un partenariat effectivement avec une psychologue qui est à disposition de manière anonyme et totalement gratuite pour les collègues qui en auraient besoin, d'une part. Deuxièmement, la formation, on met vraiment beaucoup, on investit beaucoup sur la formation. L'analyse de la pratique dans ces métiers-là, c'est quelque chose de très important, l'analyse de la pratique professionnelle, faire le point en collectif avec un formateur ou quelqu'un qui intervient de l'extérieur qui permet de poser les choses, reprendre des situations et créer finalement du lien, remettre du lien dans les équipes qui au quotidien sont dans leur quotidien et leur mission. On les accompagne à travers tout ça. Et puis après, je vous le dis, ça reste des professionnels. Justement, faire le point. C'est ce qui a été fait il y a quelques temps. Il y a une étude qui a été menée au sein de votre association. Alors sans nous en dévoiler les secrets, parce que vous allez la rendre publique le 5 avril auprès de vos personnels. Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude? Alors, vous parlez quoi du... Je parle d'une étude qui a été menée au sein de l'association, une sorte d'audit en fait. Vous parlez non, parce que là on est en train de réécrire notre projet associatif. D'accord. C'est ça que vous faites? D'accord, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Non, mais moi je peux vous parler de quelque chose. C'est qui était très révélateur qu'on a fait fin 2020. Après, on a fait l'enquête sur les risques psychosociaux. Voilà. Plutôt ravi malgré tout de ce qui est sorti. Mais il y a un indicateur qui est ressorti sur quasiment tous les services et tous les pôles. Alors, il n'était pas en rouge, on avait un code couleur, un vert, orange, rouge. Il était
Il était en orange. D'accord. Voilà, il était en orange. C'est le sens du travail. Voilà, c'est celui qui est ressorti partout et qui était le plus affirmé. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ensuite, effectivement, on est écrire. Vous êtes bien renseigné, vous dites, hein. Vous avez des sources. Effectivement, on est en train de réécrire le projet associatif de l'Escale. C'est les grandes orientations de l'association pour les 5 ans à venir. Une révolution ? Non. Mais alors, la révolution, peut-être que on avait un projet associatif qui datait. C'est peut-être dans la méthodologie. J'ai souhaité faire des groupes de travail. Donc le travail est fait par des professionnels, cadres, non cadres, et des administrateurs. Voilà, on a 4 thématiques et des administrateurs. Moi, j'y suis pas allé parce que ça aurait pu générer un petit peu de. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous voulez que la parole soit libre et constructive. Donc, on a dans la méthodologie 4 groupes, effectivement, avec des professionnels, des administrateurs qui sont investis, et puis avec une personne, une prestataire extérieure qui accompagnait cette mission. Donc, on va travailler sur l'histoire, les valeurs, l'identité, les ressources et les axes après de projet. Voilà, et c'est qui doit driver effectivement notre feuille de route pendant à peu près 5 ans. Donc vous aviez besoin d'une mise à jour en fait parce que vous étiez sur un logiciel qui datait un peu en quelque sorte, c'est ça ? Oui, hein. et puis je souhaitais véritablement que dans cette période qu'on a vécue avec la Covid, puis bon, malheureusement la crise ukrainienne, enfin faut créer du lien, entre les professionnels. Moi je crois vraiment, et je veux dire, ceux qui me connaissent bien le savent, et je l'ai toujours écrit, surtout dans les premiers mois où j'ai pris la direction générale de l'association. Je crois en l'intelligence collective. Je crois qu'on est beaucoup plus fort à deux que tout seul. Voilà, et que l'échange d'idées, moi, il faut que quelqu'un décide. Mais on se nourrit du collectif. Et moi, les retours que j'ai montrent que oui, les gens ont pris du plaisir et s'ouvrent et regardent leurs voisins. Parce que vous savez, quand vous êtes à Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne, votre accueil de jour Alzheimer, c'est à 180 km de La Rochelle, ou à Rochefort, où il y a 200 km, vous êtes collègues. Et vous occupez de mineurs non accompagnés à Rochefort, et vous occupez de personnes atteintes de maladies neurodégénératives à Lussac-les-Châteaux. Et pourtant, vous êtes collègues, vous avez le même employeur, c'est l'association l'Escale, et donc le même directeur général. Il faut essayer de créer du lien. C'est ça qui rend qui fait la force finalement et la cohésion. Et ça, je pense qu'à travers cet exercice, finalement, on a incité ça. Donc ça, je suis plutôt ravi. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que maintenant qu'ils ont fait ce premier travailleux, là, lundi, il faudra peut-être ça passer, mais normalement, celui qui le fait, il n'a pas le droit. Le travail qui a été réalisé par les collègues va être repris par tous les salariés de l'association qui n'étaient pas dans les groupes, parce qu'on ne pouvait pas mettre, on avait une quarantaine de salariés, on ne pouvait pas mettre les 450 autour de la table, et tous vont avoir accès au travail de leurs collègues, et tous ceux, à la base du volontariat, pourront enrichir. Et après, effectivement, on finira avec le comité de direction, on reprendra ce travail, on le finalisera, et le conseil d'administration entérinera notre projet associatif pour 2023-2028. Du coup, c'est ce qui manquait un peu dans l'association, ce lien entre vos équipes. Vous sentiez des salariés trop isolés, et donc je dirais qu'à la fois vous travaillez sur l'isolement de vos bénéficiaires et vous travaillez maintenant sur l'isolement ou est-ce que ça a été fait pour justement accélérer les procédures et pouvoir mieux communiquer et mieux prendre en charge et être plus réactif en fait. Oui, non, mais je pense que déjà, le projet associatif, c'est une nécessité d'avoir un projet et les grands axes et sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Alors, ceci étant, je peux faire un projet associatif et on n'a pas prévu la crise ukrainienne et elle peut modifier. Effectivement, il faut être réaliste et être pragmatique aussi. Mais pour autant, la prise en charge de la question de l'asile en France, ça fait partie de nos actions et de nos missions et de ce que nous avons à faire. Voilà. Ensuite, c'est très compliqué, encore une fois. Je vous ai dit, l'Escale atypique, vous le disiez, 65 services, 65 établissements où il y a un dénominateur commun, il y a deux dénominateurs communs. C'est la lutte contre les exclusions et la lutte contre la précarité. Mais après, quand vous travaillez dans un restaurant d'insertion, voilà, ou encore une fois, vous faites l'accompagnement de fin de vie dans le cadre de soins palliatifs sur de l'hospitalisation à domicile. Vous êtes collègue, vous êtes dans une prise en charge face à des gens qui sont en fin de vie, et vous appartenez au même employeur. Alors, pas évident, faut que je trouve les clés pour rappeler à tout le monde on est. Moi, je vous parlais en début d'émission de Monsieur Mathurin, notre président, à qui on doit beaucoup. Il m'avait dit, on applique des politiques publiques, Stéphane, il m'avait dit, l'Escale est une et indivisible. Voilà, c'est un collectif. Et moi, dans l'introduction que j'ai fait, quand tous les groupes se sont réunis, je leur ai dit, regardez toujours votre voisin, c'est problématique. C'est quoi sa mission ?
Mais il y a un dénominateur commun, c'est la prise en charge de personnes en situation de précarité, la lutte contre les exclusions. Mais ça suffit pas de le dire. Il faut trouver des actions qui vont permettre aux collègues. Et là, ils ont notamment des idées, notamment de mettre en place du Vie ma vie. Ça, je trouve ça génial, cette idée. Ça m'a été rapporté. C'est-à-dire qu'un professionnel puisse, sur une journée, aller dans un autre service, soit pour voir un autre type d'accompagnement, un autre type de prise en charge de personnes, soit aller effectivement passer une journée préparée pour les restaurants. Voilà, et voir ce que ce que font ces femmes avec leur encadrement dans notre restaurant d'insertion. Ça a du sens. Mais c'est pas évident quand vous avez un panel de services comme ça, éclaté sur 3 départements, de créer de la cohésion d'équipe. Et rajouter au travail quotidien que chacun fait. En plus. Donc ça, c'est aussi le sens, et que tout le monde puisse s'appuyer sur effectivement une route, mais une route qu'encore une fois, qu'aura été tracée par l'ensemble, par le collectif. Ça, c'était hyper important pour moi. Ça, c'était hyper important. Est-ce que vous avez des difficultés, justement, parler du mal-être dans ce domaine d'activité? Est-ce que vous avez des difficultés à recruter? Parce que forcément, quand on vous donne plus de missions, il faut forcément mettre des gens en face. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine social, le domaine de la santé, est-ce que c'est difficile de recruter? Complètement, on est en pleine crise, je vous en parlais tout à l'heure, bien sûr. Oui, bien sûr, on est en grande difficulté, je pense pour toutes les raisons que j'ai évoquées. La crise du Covid a mis en apparence un certain nombre d'études. Moi, je crois avoir lu, il y a un peu plus d'1 an, 30% des infirmières ont démissionné. Voilà, donc nous, on a perdu 50% de nos infirmières sur notre centre de soins pendant la crise Covid. Justement, un gros turnover au sein de l'Escale? Sur les services de soins, oui, on a du turnover, vraiment. Sur les services, les autres services éducatifs, non, beaucoup moins. Alors, on a un peu de départ, mais non, mais on n'arrive pas effectivement à pourvoir. Mais encore une fois, est-ce que c'est l'adéquation entre l'offre et la demande? C'est la sens du travail, c'est tout ça. Mais effectivement, j'entends régulièrement et je lis régulièrement et je suis concerné qu'il y a des manques. Mais il y a des manques dans les EHPAD, il y a des manques un peu partout. Mais très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à Pôle emploi, il y ait beaucoup de CV d'infirmières, d'AS, d'AMP, tout ça. Je pense qu'elles sont toutes ces personnes-là, étant au travail, ou alors a fait le choix peut-être de changer d'orientation professionnelle, ce qui se respecte. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas beaucoup qui travaillent. Donc à un moment, l'Escale, parmi les projets que l'on revendique, c'est le maintien à domicile. C'est vraiment une mission, une valeur que l'on veut défendre, parce que je pense que c'est un vrai projet de société. Et on s'inscrit complètement là-dedans à travers tous nos dispositifs de soins et d'aide à domicile. Il va falloir qu'on ait du personnel demain, quoi. Alors, voilà, comment suscite les vocations? La question, c'est, est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de salaire? Ou est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce que la mission aussi de l'Escale, ce ne serait pas de former, de prendre les gens vraiment en sortie d'école et puis de les former pour... et d'avoir, comme le font certaines sociétés informatiques, où on prend les gens qui sortent de l'école et on les forme, on les met dans le moule, entre guillemets. Est-ce que ce ne serait pas ça l'avenir? Et puis peut-être un problème de salaire? Alors, vous êtes en plein dans le cœur. J'avais un comité de direction, on était en plein. Il y a une semaine, jour pour jour, à cette heure-là. Et je donnais comme directive à la DRH et à mes directeurs d'intensifier beaucoup plus les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage. Mais il faut savoir aussi que ces personnels-là... Je l'ai cité déjà il y a quelques temps, mais plus pour former les professionnels du secteur. Aujourd'hui, c'est un peu plus égoïste, mais je dis c'est former nos professionnels à nous. Je suis désolé, mais voilà, tout le monde pourra le comprendre. Ce qui n'empêchera pas, s'ils sont formés, d'aller dans d'autres structures, bien évidemment. Mais il faut aussi avoir un peu de temps à leur accorder. Voilà. Et on ne peut pas leur demander de mener des missions des professionnels. Comme, vous imaginez un contrat d'apprentissage qui irait faire de l'hospitalisation à domicile, ça va être difficile. Voilà. Donc, ou prendre en charge un sans domicile fixe ou une personne en centre d'hébergement de réinsertion, il peut être là en appui, il va apprendre son métier. Mais en tout cas, on se lance dans cette dimension-là, ça devient nécessaire, encore plus que par le passé au niveau de l'association. Après, la question du salaire, oui, évidemment, c'est un vrai sujet. Je constate une chose. C'est que sur l'aide à domicile, il y a eu une réforme de la branche de la convention collective de la branche de l'aide à domicile qui a généré des augmentations de salaire. C'était le minimum. Il faut le reconnaître, c'était le minimum. C'était le minimum d'une reconnaissance. Voilà. Après, on va toujours parler évidemment du montant, mais globalement, à l'Escale, je dirais en moyenne, en net, certaines ont eu moins, mais après ça dépend de la convention collective, de leur ancienneté, mais globalement c'est entre 150 et 300 euros net d'augmentation que les professionnels. C'est la juste reconnaissance. Attention, quand vous partez de 1250 euros,
Hein, on est d'accord. Pour faire des métiers, quand vous faites du soin et de l'aide à domicile, c'est une... Ce sont des métiers difficiles, ce sont des métiers durs. Non, mais puis en plus, vous travaillez dans faut mettre en place en perspective les conditions de travail. Vous travaillez le matin, vous travaillez le midi, vous travaillez le soir, vous allez travailler un week-end sur 2 ou un week-end sur 3, vous travaillez en horaire tout le temps décalé. Enfin voilà, ça a un impact sur votre vie personnelle, il faut en prendre conscience. Faut mesurer tout ça. Donc la reconnaissance, c'était la reconnaissance minimum qu'on devait à tous ces professionnels, déjà. Pour autant, est-ce que ça génère aujourd'hui plus de candidatures? Est-ce que ça génère plus d'inscriptions dans les centres de formation? Pour le moment, on ne le voit pas 6 mois après. Dans quelle tranche d'âge moyenne se situent vos collaborateurs? Alors attendez, je ne l'ai pas révisé avant de venir, il faut que je fasse marcher. Je crois qu'on est autour globalement de l'association de 40 ans, je crois. D'accord. À peu près. On est plus sur des gens d'expérience. On a des jeunes, mais on a des aussi jeunes beaucoup aussi. de jeunes, mais on a aussi beaucoup de gens d'expérience, ouais, bien sûr. Mais donc la question, oui, toutes ces questions-là, et c'est un vrai sujet de société, encore une fois, parce que oui, on manque de personnel dans plein de services, mais est-ce qu'on a... Et je ne crois pas, à ma connaissance, que les organismes de formation, parce qu'il en existe, soient submergés de candidats. On passe sans transition au pour ou contre. Donc je vous rappelle le principe du pour ou contre, c'est très simple, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre, ce qui est très difficile parfois et vous allez voir. Yannick? Je pense que la première, effectivement, va être assez compliquée. Pour ou contre le centre de rétention administratif mis en place récemment à La Rochelle par le préfet? Vous avez le droit à un joker. Non, je ne vais pas prendre de joker. C'est tout à votre honneur. Je ne vais pas prendre de joker. Alors vous n'allez pas vraiment, mais je veux dire que je ne suis pas contre. D'accord. Pour ou contre la gratuité totale des transports en commun pour toutes les personnes en situation de précarité? Alors, vous travaillez sur 3 départements, donc sur toutes les EPCI qui sont concernés. Alors, sur Niort, c'est le cas. Sur Niort, c'est le cas, il y a une gratuité des Alors, on transports va en se commun, recentrer mais- sur La Rochelle. Ouais. Pour ou contre à La Rochelle? L'agglo de La Rochelle. Pour quelles personnes vous Les disiez personnes en situation de précarité, tout simplement. Celles que l'Escale pourrait accueillir éventuellement. On a un peu fait le forcing un peu par rapport à ça. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Donc, je serai pour, mais on peut juste dire un mot là-dessus. Oui. Moi, Allez-y, je allez-y. vais vous dire une chose. Je suis jamais contre la gratuité. Je suis pas pour la gratuité parce que c'est un mauvais message qu'on envoie aux personnes. Il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Moi, je vous l'ai dit. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Nous, les personnes qu'on accueille, certaines ont des ressources, certaines n'ont pas de ressources. Effectivement, celles qui n'ont pas de ressources ne participent en rien, bien évidemment. D'autres qui ont un peu de ressources doivent participer un minimum, symboliquement. Je vais vous donner un exemple. Sur les mineurs non accompagnés qu'on accueille, certains ont un contrat d'apprentissage, donc vont donner un petit pécule pour quelque chose, soit pour le loyer, soit voilà. D'autres n'ont rien du tout. Ils ont de l'argent de poche. Et nous, qu'on leur donne de l'argent de poche pour la vêture et un peu pour leur loisir. On organise une sortie au cinéma. Le cinéma, aujourd'hui, c'est 10 € la place. D'accord ? On demande 50 centimes de participation. 1 euro, voilà. Mais c'est le symbole. Mais il n'y a rien de gratuit. Donc, la gratuité, pour moi, elle a un moment, elle a ses limites, parce que quel message elle renvoie ? Et ça, je ne suis pas, l'Escale ne sera pas porteur de ce projet-là. Donc, je dirais, peut-être pas finalement la gratuité, un tarif préférentiel très bas, oui, mais le symbole de donner un petit quelque chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Il y a toujours, il y a toujours derrière la collectivité. Il y a toujours la collectivité qui est derrière pour soutenir. Donc, peut-être avoir un tarif préférentiel bas, oui, ça, voilà, et pour favoriser l'emploi, le déplacement, la mobilité, voilà, tout ça. Mais finalement, la gratuité, des tarifs bas et préférentiels, ça, je suis d'accord, mais la gratuité, je pense qu'elle envoie un très mauvais message. Antoine? Alors, pour ou contre la régulation de l'ensemble des sans-papiers? Ça a été soulevé, ça, il y a quelques temps, et ça revient. Ouais, mais je vous l'ai dit, moi, j'applique des politiques publiques. Je veux dire, c'est pas le ressort c'est pas mon ressort et c'est pas de mon niveau de compétence. Voilà. Si on le regarde d'un point de vue purement, évidemment, humain, une personne, ça fait une famille qui est là depuis 2-3 ans, avec des enfants qui sont scolarisés. Quel sens ça a de ne pas leur donner leur papier, quoi. On est 13, donc je suis pour ces situations-là, évidemment. Mais à un moment, il y a... Moi, j'ai été élevé dans le respect du droit. Et après, le droit, je crois que en France, et pas qu'en France, il est encore voté de manière démocratique, je crois. Moi, voilà, je pense qu'on voit ce que c'est qu'une dictature. Et je respecte ça.
Pour ou contre l'éloignement de leur famille des enfants témoins de violence d'un ou de leurs des deux parents. Pour ou contre l'éloignement des enfants Témoins de violence au sein d'une famille. Au sein d'un couple. Parce que on rappelle, on l'a pas tellement évoqué, Non, mais- l'escale héberge ouais. et soutient et accompagne des femmes Ouais, violentées. en tout cas, à un moment, malheureusement, temporairement, en tout cas, je suis pour. Ouais. Malheureusement, encore une fois, mais je crois qu'à un moment, il faut savoir mettre l'enfant ou les enfants en protection. Ouais. Bien sûr. Pour ou contre la fusion en Charente-Maritime de l'ensemble des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Il y en a pas mal, hein, Secours catholique, les Restos du Cœur, l'Escale et bien d'autres encore. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, fusionner dans une grande entité toutes ces... Alors, pour ou contre? L'Escale, son histoire, elle a été faite notamment les 15 dernières années de 8 fusions-absorptions. Voilà, donc on a participé à ça. Je ne sais pas si ça serait une bonne opportunité. Est-ce que l'histoire créera pas ça avec plus ou moins la volonté des acteurs? J'en suis pas sûr. Non, je suis pas favorable à ça. Non. Et enfin, la dernière question, pour ou contre le droit de vote à la présidentielle et aux législatives, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, pour les immigrés en situation régulière? En situation régulière? Oui. Ça fait partie de l'intégration, quelque part. Oui. Et puis à partir du moment où ils sont en situation régulière, voilà, c'est en situation régulière. J'ai envie de dire, moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. On va parler du futur, on va parler des établissements, on va parler des projets de l'Escale, il y en a, hein, et puis notamment des établissements. Antoine. Oui, on voulait parler des restaurants de l'Escale, justement. Tout à l'heure, on voulait parler de la planète Sésame. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce restaurant et pourquoi il a été mis en place, comment ça fonctionne? 2014, c'est un dispositif qui a été créé au préalable par Soraya Amouche, qui avait créé cette activité-là, traiteur et un restaurant en centre-ville. Après, ces activités, ces missions lui donnaient plus le temps nécessaire pour mener cette mission. Donc, elle est venue vers nous pour demander si on était intéressé pour le reprendre. On avait une expérience en matière de restauration collective. Là, c'était du traiteur. Et donc, on a accepté de reprendre cette activité-là. On a essayé de redynamiser au départ l'activité traiteur. Et donc, en 2019, on a réussi à ouvrir un restaurant. C'est une belle réussite et on en est très fiers. Parce que quand on parle de mixité sociale, ça, pour le coup, c'est un vrai symbole. On a ouvert un restaurant d'insertion sur le site d'Atlantec et en partenariat avec le Crédit Agricole et la mairie de Lagore qui a été un soutien pour nous. On l'a ouvert en 2019, on en a ouvert un autre en 2020 à Villeneuve-les-Salines. Voilà, malheureusement, et je vous remercie de me donner la possibilité d'en parler, la Covid, la Covid nous a mis un sacré coup d'arrêt, bien évidemment. Imaginez, celui de Villeneuve-les-Salines, on ne l'a pas ouvert. On l'a fermé, puisqu'il devait ouvrir le 6 avril 2020. Donc, on était en plein confinement, donc il n'a jamais ouvert. Et on peine effectivement à le dynamiser aujourd'hui, parce qu'il ouvre, il ferme, il ouvre. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire un peu dans la durée? Donc, on espère pouvoir avancer. L'activité traiteur, on espère qu'elle va repartir, parce qu'évidemment, depuis 2 ans et demi, elle est mise à mal. Et le projet, c'est l'intégration et de favoriser l'intégration de femmes issues de l'immigration à travers ce dispositif. Oui, alors, tu peux préciser que ce sont des restaurants qui sont ouverts à tout le monde. Hein. Ce ne sont pas des restaurants qui sont réservés, bien évidemment, aux bénéficiaires de l'Escale. Tout le monde peut venir manger. Et donc, vous avez une cuisine centralisée. Comment ça marche? Où chaque restaurant est autonome par rapport à sa production et à ses plats, etc. On a un laboratoire à Villeneuve, qui avait été mis en place par Soraya, qui est à Villeneuve, on produit là, aussi bien pour le traiteur que pour les 2 restaurants, et après on livre tous les matins et on approvisionne les restaurants. Quel type de produits où vous allez chercher vos produits pour les repas? Produits locaux, on essaye de maximum circuits courts. On essaye maximum de s'inscrire dans les circuits courts. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui se créent, enfin tout ça est quand même une dynamique qui est lancée, donc on essaye de s'inscrire le plus possible là-dedans. Et puis après, au niveau bien sûr des plats que nous proposons, on est sur une cuisine métissée, parce que l'enjeu aussi, c'est que toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là nous apportent des recettes de leur pays, et voilà, on essaie de travailler autour d'une cuisine métissée. Un chiffre, Stéphane Jean, combien de repas servis par jour, en moyenne, quand tout va bien?
Par an, si vous pas, avec une... quand on n'est pas dans une situation compliquée Alors, de Covid ou... Oui, alors donc on parle des restaurants. Ouais. On parle des restaurants sur une journée moyenne sur les 2 restaurants. On en fait à peu près 60. Il faudrait qu'on en fasse le double. Allez, un second chiffre avec un prix moyen au niveau du repas. Le plat, alors entrée, plat, dessert, on doit être aux alentours des 15 €. Donc vous alignez sur l'ensemble des restaurants le midi, par exemple. C'est des restaurants qui sont ouverts du lundi au vendredi tous les midis. Donc voilà. Donc vous pouvez nous rappeler juste où ils se trouvent pour que les gens puissent y aller. Alors à la Gore, donc sur la zone du parc Atlantec, bâtiment du Crédit Agricole, voilà. Et à Villeneuve-les-Salines, en face les concessionnaires, en face concessionnaires Renault et Citroën. D'accord, oui, on voit. Voilà, faut pas de pub, pardon. Et vous avez toujours l'auberge. Alors l'auberge sociale, là c'est une autre mission. Oui. C'est une autre mission, mais bien sûr l'auberge sociale qui est ouverte avenue des Cordeliers. Voilà, qui a été fermée elle aussi pendant la période de Covid et de confinement, mais qui est ouverte aujourd'hui et qui fait entre 70 et 80 repas jour. Ouais. Il y a aussi un EHPAD à La Rochelle. Oui. On disait que vous aviez de nombreuses cordes à votre arc. Il y a un EHPAD à La Rochelle, il y a 19 places. On a le sentiment que c'est un peu... Est-ce que vous ne sentez pas un peu trop à l'étroit maintenant ? C'est-à-dire que c'est un EHPAD un peu atypique, parce qu'il a été le premier créé en France. Il faut rendre à ceux qui sont à l'origine de ça tout l'honneur qui leur revient, qui étaient les dirigeants de l'époque. C'est un EHPAD qui s'adresse principalement à tous les bénéficiaires relèvent de l'aide sociale, et notamment des personnes qui ont connu des parcours de vie chaotiques. Donc beaucoup de personnes qui sont dans nos structures vont être pris en charge dans cet EHPAD. Donc c'est un EHPAD atypique qui accueille un public qu'il est difficile d'orienter vers des EHPAD plus traditionnels, qui cumulent la dureté de la vie, qui cumulent le vieillissement et la perte d'autonomie, malheureusement pour quelques-uns des addictions encore. Donc ce type de public, avoir plus de place, ouvrir un deuxième établissement, pourquoi pas, mais réunir dans un même établissement plus de place avec les problématiques des publics, c'est compliqué. C'est une volonté de votre part de se décrocher de l'EHPAD, on va dire, traditionnel, entre guillemets ? On est en plein dans les publics, on est en plein dans nos publics. Les publics vieillissants, il n'y avait pas de publics vieillissants qui ont connu des parcours de vie compliqués. Il n'y a pas beaucoup d'EHPAD qui peuvent les accueillir. Il n'y a pas beaucoup de structures qui peuvent les accueillir. Donc c'était le premier en France. On en est fiers. On est fiers d'avoir créé ce dispositif-là. Et ça permet effectivement à des personnes qui ne pourraient pas se maintenir dans des EHPAD dits traditionnels d'avoir une solution très souvent de fin de vie. Et un projet de construction, et puis le Bourreau, même s'il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, il y a eu un petit peu de déplacement, est-ce que vous pouvez évoquer ce projet ? Oui, c'est la construction d'une pension de famille sur Pulboro. Je crois qu'on est en train de... services de la CDA sont en train de finaliser le PLUI pour qu'on puisse pouvoir acquérir le terrain et le rendre constructible. 20 logements. 20 logements qui s'adressent à des personnes plutôt marquées, dont la vie est marquée par l'isolement, la solitude, et qui seront locataires. C'est du logement, qui seront locataires et qui pourront bénéficier sur place d'un accompagnement, parce que sur place, nous avons un hôte de maison, un concierge à l'ancienne qui habite et qui prend en charge au quotidien un peu la vie de leur... qui accompagne dans la vie quotidienne ces usagers, et un travailleur social aussi qui travaille sur place et qui accompagne, encore une fois, lui aussi dans la vie quotidienne, ces personnes qui n'ont pas de durée de location, peuvent rester 6 mois comme 10 ans. Voilà. L'intérêt, c'est de les mettre en situation de recréer du lien social, les accompagner dans la vie quotidienne, gestion du courrier, gestion de son appartement, et pour ceux qui pourront partir après vers un logement autonome. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. On a débordé de 8 minutes, mais bon, c'est pas grave, c'était très intéressant en tous les cas, parce qu'on a appris pas mal de choses sur l'Escale et on a découvert aussi un petit peu plus les problématiques que vous rencontrez au sein de l'Escale et puis les solutions que vous apportez aux bénéficiaires. Merci Stéphane Jean d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sera le vendredi 18 mars. Merci messieurs. Merci à également vous. Pour votre participation. Merci. Et puis, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. Merci à vous.